Le Breakfast Club n'était pas qu'une comédie pour adolescents sur la détention. C'était un regard brut sur l'architecture fragile de l'adolescence, construite sur l'improvisation, la tension et une production vacillante au bord du chaos. Derrière ces moments, dans la bibliothèque du lycée Schirmer, les tempéraments s'enflammèrent. Les scènes s'effondrèrent et le drame, hors écran, des acteurs se brouillaient dans leurs rôles à l'écran, des tournages nocturnes épuisants et les jeux de pouvoir du réalisateur secret. Le plateau était vraiment une cocotte minute d'émotion. Aujourd'hui, nous ouvrons la porte à 17 faits étranges sur le Breakfast Club qui vous feront vraiment voir ce classique de 1985 sous un jour tout à fait nouveau. Et attendez d'entendre le fait bonus. C'est le seul morceau de vérité, même le casting a encore du mal à en parler. Commençons. 1. La bibliothèque était complètement fausse. La bibliothèque immense où se déroule tout le film n'existait pas. L'équipe l'a construit à partir de zéro dans le gymnase du lycée Main North à Des Plaines, dans l'Illinois, un établissement fermé quelques années plus tôt. John Hughes a exigé un plateau entièrement fonctionnel à 360 degrés pour que la caméra puisse se déplacer librement sans rompre l'immersion. Cela signifiait installer des lumières et des étagères, une mezzanine pouvant porter le poids de l'cartesida, de l'acteur. Ce n'était pas une décision coûteuse. Universal a dépensé une part du budget. Ce que le public ignorait, c'était que le parquet de basketball du gymnase était sous le tapis, posant des problèmes sonores pour les perchistes. Enfin, la bibliothèque est devenue autant un personnage que les étudiants eux-mêmes, une scène vaste pour confession, confrontation et rébellion silencieuse. Puis, le casting s'est répété pendant des semaines, comme une pièce. Contrairement à la plupart des films pour adolescents hollywoodiens de l'époque, Breakfast Club n'a pas commencé directement par le tournage. John Hughes traitait le scénario comme du théâtre, obligeant la jeune distribution, Emilio Estée, Molly Ringwald, Anthony, Michael Hall, Ali Sheedy et Judd Nelson, à suivre un fort processus de répétition sur plusieurs semaines. Chaque ligne, chaque battement et chaque changement de ton ont été retravaillés comme s'ils montaient une pièce de Broadway. Hughes croyait que le cadre d'un huis clos exigeait une chimie sans faille et une vraie authenticité pour les acteurs. C'était épuisant, mais transformateur. Lorsque les caméras tournaient, il n'était pas seulement en train de jouer des personnages, il les habitait. La méthode brouillait fiction et réalité, ce qui a ensuite alimenté quelques affrontements dans la vie réelle lorsque la tension à l'écran a débordé dans la loge des acteurs. Le dénouement était indéniable. Les interprétations semblaient vécues et non jouées. 3. Judd Nelson a failli être licencié pour être resté dans son personnage. L'interprétation de Judd Nelson dans le rôle de Bender. Le criminel abrasif paraissait si réel parce qu'il refusait de quitter son personnage, même lorsque les caméras s'arrêtaient, le problème persistait. Son jeu d'acteur de méthode irritait Molly Ringwald et d'autres visés par ses pics sarcastiques. À un moment, Ringwald est allé voir Hughes pour se plaindre du comportement de Nelson. Hughes aurait envisagé de le renvoyer en plein tournage, une décision qui aurait pu faire dérailler la production. Ce n'est qu'après que Paul Gleason, qui jouait Vernon, a défendu Nelson en disant qu'il ne faisait que son travail, que le réalisateur a cédé. Pourtant, la tension ne s'est jamais dissipée. Leurs échanges à l'écran restaient d'emblée hostiles. Plus tard, Nelson reconnut qu'il avait été trop loin mais affirma que l'inconfort avait rendu sa performance plus affûtée. Pour ce qui est des acteurs, ils ont apporté leur propre dialogue. Le sommet émotionnel, le cercle des confessions, n'était pas entièrement scénarisé. Hughes a encouragé le casting à puiser dans ses propres expériences d'adolescence pour rendre la scène brute et crédible. L'histoire d'Anthony Michael Hall au sujet d'un pistolet éclairant qui a tiré dans son casier est pure fiction. Mais l'humiliation qu'il a décrite vient de ses souvenirs réels d'avoir été intimidé à cause de ses résultats scolaires. Les tirades d'Ali Sheedy sur la négligence parentale ont été écrites à partir des observations d'amis vivant dans des foyers difficiles. Puis Hughes laissa la caméra tourner au-delà des répliques écrites et coupa les images pour garder seulement les bons moments. Le résultat était un dialogue qui paraissait naturel, fragile et réel, brouillant la frontière entre le jeu et l'exposition de soi. 5. Le film durait presque 4 heures.
La première version assemblée du Breakfast Club durait près de 4 heures, bourrée de monologues supplémentaires, de scènes de confession plus longues et d'une intrigue impliquant un concierge d'école qui jouait un rôle plus important. Hughes aurait aimé la version élargie, mais savait qu'aucun studio ne sortirait un drame pour adolescents d'une telle longueur. À contre-cœur, il ramena à 97 à Minoniar, retirant plusieurs moments des scènes coupées, la vraie vie privée de Bender, et sur la relation tendue de Brian avec ses parents, ainsi qu'une scène où Allison explique son étrange choix de repas. Version longue n'a jamais été publiée, suscitant des décennies de spéculation chez les fans. Les acteurs affirment que, si jamais cela venait à surgir, cela donnerait l'impression d'un film entièrement différent et plus sombre. 6. Molly Ringwald n'était pas destinée à interpréter Claire. Lorsque John Hughes a commencé à mettre en casting Molly Ringwald, tout juste sortie de 16 Candles, il voulait en réalité faire jouer Allison, le cas excentrique et détraqué. Hughes, cependant, la voyait comme l'incarnation parfaite de Claire, la princesse populaire, pour la convaincre. Il lui montra les croquis et dit que le rôle exigeait une vulnérabilité sous les cheveux et les vêtements de créateur. Ringwald finit par accepter, mais Ali Sheedy n'oublia jamais qu'elle avait failli voir son rôle échanger. Ironiquement, le regard sombre de Sheedy était rehaussé par un maquillage autour des yeux. Allison devint une favorite et Ringwald avoua plus tard qu'elle ne pouvait pas déployer ce mystère. Le quasi-retour de rôle illustre à quel point la vision de Hughes était fluide et à quel point l'équilibre émotionnel de tout le film aurait pu basculer aisément avec une seule décision de casting. 7. Le célèbre geste du poing levé n'était pas prévu dans le scénario. Le plan final figé sur Judd Nelson marchant sur le terrain de football et levant le poing dans les airs. Une improvisation pure. Nelson l'a imaginé pendant le tournage de la scène finale, la voyant comme une manière non verbale de montrer la victoire silencieuse de Bender. Hughes l'a adoré instantanément, la reconnaissant comme le signe de ponctuation parfait pour l'arc émotionnel du film. Des esprits simples, n'est-ce pas? Ce moment a éclaté et s'est cristallisé en l'une des fins les plus emblématiques des années 80. Nelson a ensuite révélé qu'il n'avait aucune idée que cela deviendrait une image culturelle aussi déterminante. Il voulait simplement que Bender sorte avec une sortie triomphale. Aujourd'hui, ce geste de poing levé, devenu emblème, est référencé, épuré et célébré dans d'innombrables films, publicités et même au sein de divers événements sportifs. 8. Le film a été tourné, presque entièrement en séquence à Hollywood. Les films sont rarement tournés dans l'ordre, mais The Breakfast Club était une exception rare. Hughes voulait que les états d'émotion des acteurs évoluent naturellement. Il tourna l'histoire du début à la fin. La tension montante des premières scènes et la libération du final furent des progrès d'émotion en direct pour le casting. Les acteurs n'avaient pas à feindre leur épuisement croissant ou leur frustration croissante. Ils le vivaient à fond. Au moment où ils atteignaient les scènes finales les plus émouvantes, ils s'étaient véritablement liés d'une manière qui reflétait leur caractère et leurs amitiés réticentes. Cette méthode n'était pas seulement artistique. Elle créait aussi une familiarité claustrophobe qui s'infiltrait dans chaque plan, rendant le public aussi pris au piège dans la bibliothèque que les personnages l'étaient. 9. Paul Gleason. Il ajouta ses propres répliques, comme le proviseur Vernon, Paul Gleason qui incarnait vraiment le proviseur antagoniste. Vernon n'était pas fidèle au script, connu pour son esprit vif. Gleason improvisait des remarques acérées qui faisaient froncer l'équipe selon sa réputation. « Ne touche pas au taureau, jeune homme. Vous aurez les cornes. » Ce n'était pas dans le brouillon de Hughes. C'était une perle d'improvisation de Gleason. Hughes lui fit confiance pour injecter autorité et menaces réelles, donnant à Vernon une complexité au-delà du simple méchant hors-champ. Gleason entretenait une relation ludique avec le casting, brisant souvent la tension entreprise lorsque les caméras tournaient. Sa présence imposante était si convaincante que certains jeunes du casting avouèrent se sentir vraiment intimidés. 10e, la célèbre scène de danse fut une idée de dernière minute, une séquence chaotique et joyeuse autour de la bibliothèque qui a failli ne jamais avoir lieu. Hughes a décidé tard dans le tournage que le film avait besoin d'une poussée d'énergie pour rompre le ton lourd avant le dernier acte. Le problème était que tous les acteurs n'étaient pas à l'aise pour danser devant la caméra.
Hughes a résolu le problème en les faisant filmer séparément, puis en assemblant les prises, de sorte que cela fasse penser à une fête de danse unifiée. Le headbanging de Judd Nelson et les mouvements exagérés d'Anthony Michael Hall étaient entièrement improvisés. Cela devint l'un des moments les plus chéris du film, une scène rare où les barrières tombaient et où les personnages prenaient simplement plaisir à être ensemble. Avant de passer au prochain lot de faits étranges, prenez le temps d'aimer et de vous abonner, car les secrets des coulisses qui accompagnent la phase finale vont devenir encore plus étranges. 11. Les acteurs étaient le pris au piège dans la chaleur. Le tournage, à l'intérieur du décor de bibliothèque construit pour l'occasion, n'était pas seulement intense sur le plan émotionnel. Cela était physiquement épuisant. Les éclairages que Hughes utilisait pour donner au jour une lumière douce et naturelle chauffaient énormément, et la climatisation du vieux bâtiment scolaire était presque inexistante. Les températures montaient souvent au-delà de 90 degrés, obligeant les acteurs à transpirer entre les prises et le maquillage. Les artistes essuyaient sans cesse leur visage. La chaleur ajouta un inconfort réel à la tension du récit, mais elle fit aussi monter les tensions. Des membres de l'équipe disent que Hughes dut souvent interrompre le tournage pour que l'équipe se calme dans les couloirs ou dehors, dans l'air froid. Ce que le public ne réalisait pas, c'était que certains visages luisants dans des scènes n'étaient pas du jeu. Ils vinrent survivre au plateau étouffant. La scène d'herbe était étonnamment authentique. Quand le groupe partage un joint à la bibliothèque, la camaraderie embrumée semble presque trop vraie. Ainsi, selon plusieurs interviews du casting, Hughes voulait des réactions authentiques. Même si l'herbe n'était pas de vraie marijuana, les acteurs ont été invités à improviser comme s'ils étaient vraiment sous l'effet. Hughes tamissa les lumières, fit jouer de la musique et les laissa improviser près d'une heure entière. Des caméras tournaient discrètement en arrière-plan. Beaucoup de rires et de comportements absurdes visibles dans la version finale provenaient des moments non scénarisés. Le ton rêveur et ludique de la scène devint un favori des fans. Hors caméra, c'était aussi une façon d'assouplir l'acteur avant les scènes les plus émouvantes du film. Le relooking d'Allison, interprété par Ali Sheedy, a suscité des polémiques sur le tournage. La transformation d'Allison, de solitaire mystérieuse à ingénue, au visage frais, était prévue dans le scénario et a divisé le casting. Molly Ringwald aimait la scène vue comme un moment d'acceptation. Judd Nelson aurait toutefois estimé que cela affaiblissait Allison en la forçant à une norme de beauté. Même Shay a dit des sentiments mitigés. Des années plus tard, elle aurait voulu que l'arc d'Allison n'impose pas une relooking pour obtenir un amour. Pourtant, la scène est devenue l'un des moments les plus discutés du film, nourrissant des décennies de débats sur la libération ou la régression. Cette tension persiste, rendant le relooking l'une des options les plus polarisantes et fortement discutées du Breakfast Club. 14. Hughes a écrit très rapidement le scénario. En seulement 2 jours pour un film, si vraiment riche en détails de caractère, le Breakfast Club a connu une gestation incroyablement courte. John Hughes a rédigé la première ébauche en à peine 48 heures dans sa maison de Chicago. Il écrivait avec obstination, puisant dans ses souvenirs de lycée et son don pour capter le langage des jeunes. La vitesse d'écriture ne signifiait pas une histoire précipitée. Hughes était connu pour travailler à un rythme effréné lorsque l'inspiration frappait. En fait, il considérait Breakfast Club comme l'une de ses œuvres les plus personnelles, protégeant le script dès le tournage. Cependant, il desserra suffisamment son emprise pour permettre l'improvisation des acteurs, ce qui ajouta encore plus d'authenticité à sa Rapid Fire Foundation. 15. Le film aurait presque eu une suite. Hughes avait autrefois évoqué l'idée de réunir les personnages tous les 10 ans pour voir comment leur vie avait été changée. La première suite aurait eu lieu au milieu des années 1990, avec le casting d'origine revenant en tant que trentenaire confronté à un nouveau scénario de détention. Hélas, des tensions entre Hughes et certains acteurs, notamment Judd Nelson, ont tué le projet avant qu'il n'aille plus loin. Plus tard, l'éloignement d'Hughes d'Hollywood a scellé le destin de la suite. Alors que certains fans adorent l'idée, d'autres estiment que la magie du Breakfast Club réside dans son ambiguïté. Le mystère de savoir si ces 5 étrangers se sont un jour reparlés après ce samedi après-midi. La suite non réalisée est devenue l'un des grands essais de l'histoire du cinéma pour adolescents, 16.
Le film a été tourné en peu plus d'un mois, malgré son statut emblématique. The Breakfast Club avait un planning serré. La prise de vue principale n'a duré que 31 jours, une fenêtre courte rendue possible par un seul lieu. Hughes a gardé un rythme soutenu, enchaînant souvent plusieurs prises rapidement pour préserver l'élan émotionnel de l'acteur. Cette efficacité limitait les grosses erreurs. Si une scène ne fonctionnait pas, Hughes dut corriger sur place. Le casting a ensuite admis que le rythme d'un calendrier serré renforçait le sentiment d'enfermement. Ils mirent en miroir l'incapacité de leurs personnages à fuir la bibliothèque. Au moment où la dernière scène s'acheva, ils furent à la fois soulagés et étrangement nostalgiques, conscients qu'ils n'auraient jamais vécu un autre tournage aussi singulier que celui-ci. 17. Simple Minds n'avait pas envie d'enregistrer la chanson thème, n'est-ce pas? Est-elle indissociable du Breakfast Club, mais le groupe qui l'a enregistrée l'a presque refusée. Simple Minds ont rejeté initialement la chanson écrite par Keith Forey et Steve Schiff, car ils n'aimaient pas interpréter du matériel. Ils n'avaient rien écrit eux-mêmes. Forey les a convaincus d'essayer, leur assurant que cela pourrait devenir un moment déterminant de leur carrière. Ils l'ont enregistrée en quelques heures et elle a ensuite dominé les charts mondiaux pour toujours, liant le groupe au film. Ironiquement, les membres de Simple Minds ont admis qu'ils n'avaient pas pleinement saisi le pouvoir de la chanson jusqu'à ce que, des années plus tard, elle devienne un hymne générationnel pour tous ceux qui se sont sentis incompris au lycée. Fait bonus, la fin sombre supprimée. Peu de fans savent que le Breakfast Club avait une fin différente. Une fin qui montrait une image Blicker des futurs des personnages dans une ébauche précoce à cette époque. Après avoir quitté l'école, chaque personnage retrouve aussitôt son rôle social et s'ignore dans le couloir. Lundi matin, Hughes trouva que c'était trop cynique et le remplaça par une narration épistolaire ambiguë. Des fragments du ton original demeurent, laissant entendre que Lundi pourrait tout remettre en question. La fin alternative n'a jamais été tournée en entier, mais des morceaux du scénario subsistent dans des collections privées. Si elle avait été tournée, le film aurait peut-être laissé le public avec une vision bien plus froide et réaliste de la vie au lycée. Et il n'aurait certainement pas été le classique mi-amer qu'il est aujourd'hui. The Breakfast Club perdure car il révèle la vérité brute de l'adolescence, le désir d'être vu et la peur du jugement. Et ces liens fragiles qui naissent dans des lieux improbables. Ce qui ressemblait à une simple comédie pour ados cachait en coulisses un mélange volatile d'audace artistique, de vulnérabilité personnelle et d'instinct créatif. Si tu as grandi avec ce film, dis-moi ta scène préférée dans les commentaires et n'oublie pas d'aimer, de t'abonner et de partager, car à la fin, on est tous un peu bizarres.